Allez, j'accueille maintenant sur scène Monsieur Gérard Rougier, Monsieur Rémi Dorbeau, Monsieur Christophe Gestin, Monsieur Mathieu Vincent et également j'accueille Monsieur Julien Benoît. Et Monsieur l'abbé, Monsieur le sénateur, si vous voulez, vous pouvez rester encore sur scène parce qu'on va pouvoir échanger avec nos invités. Revenez avec nous, Monsieur le sénateur. Allez, applaudissements pour nos invités. Revenez. Voilà, je vous ai libéré trop tôt, monsieur. Il vous reste une demi-heure, c'est parfait. C'est le temps qu'il nous faut justement pour aborder cette table ronde. Et je m'engage à ce qu'à 15h31, vous soyez effectivement sur le départ. Bienvenue, messieurs. Bonjour, je vous reconnais. Installez-vous. On va s'espacer pour respecter les mesures Covid et les gestes barrières. Je voudrais vous présenter tout d'abord monsieur Gérard Rougier. Levez la main, Gérard Rougier, qui est effectivement le directeur technique national adjoint, directeur territoire, environnement et équipement à la Fédération française de golf. Applaudissements pour Gérard Rougier, s'il vous plaît. Nous avons également l'honneur d'avoir un monsieur très important, puisque c'est le président de la greffe, qui est aussi le président de l'Institut Écoumène Golf et Environnement et aussi le directeur du magnifique golf de Chantilly dans l'Oise. Applaudissements pour Rémi Dorbeau. Et d'ailleurs, on peut dire, je voudrais pas, je voudrais pas faire de l'ombrage à nos autres invités prestigieux, mais nous avons aujourd'hui quand même deux stars, c'est bien sûr monsieur le sénateur, mais aussi Rémi Dorbeau, parce que Rémi Dorbeau va passer pratiquement tout l'après-midi avec nous. Vous êtes au courant, monsieur Dorbeau, qu'on va faire toutes les tables rondes ensemble cet après-midi. Voilà, vous intervenez sur tous les sujets. Et puis nous avons également Christophe Gestin qui représente la Fédération française de rugby. Christophe Gestin, quel est votre poste au sein de la fédération ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, j'interviens pour la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby sur les dossiers terrain et plus particulièrement sur tous les dossiers liés à la performance des terrains, performance sportive, mais également stratégie écologique. Très bien, merci monsieur Gestin. Et puis nous avons également Mathieu Vincent, qui est le directeur des pistes des hippodromes de France Gallo et qui nous accueille aujourd'hui, puisqu'on est chez vous, hein, monsieur Mathieu Vincent. Vous pouvez dire un mot, effectivement, bienvenue et merci de nous recevoir. Oui, bienvenue à l'hippodrome de Paris-Longchamp, qui a été rénové en 2016 et 2017, un tout bel hippodrome. Magnifique. Qui accueille le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, qui est une des plus grandes courses d'Europe. Qui a eu lieu il y a quelques semaines. Premier dimanche d'octobre, tout voilà, à fait. Premier dimanche d'octobre. Et pour info, France Gallo a combien? 5 hippodromes en France? Alors non, on a beaucoup plus, il y a 250 hippodromes en France, mais en propre, donc France Gallo gère 5 hippodromes en direct, donc le Auteuil, Longchamp, Saint-Cloud, Chantilly, Deauville et Maisons-Laffitte comme centre d'entraînement. Très bien, merci pour cette précision. Et enfin, nous avons donc un monsieur qui nous rejoint, qui complète cette table ronde. C'est un petit peu comme ça sur le fil. C'est Julien Benoît de la Fédération française de football. Julien Benoît, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites à la Fédération française de football? Alors, je suis responsable des terrains de la Fédération française de football. Très bien, ça nous arrange parce que c'est justement c'est l'objet de la table ronde. Merci monsieur. Allez, on y va, c'est parti. Les impacts et les enjeux de la loi pour la pratique des 4 sports concernés. Est-ce qu'on avait un petit jingle éventuellement, Julien? Non, pas de jingle, on enchaîne. Alors justement, je voudrais d'abord donner la parole à monsieur Rémi Dorbeau, président de la greffe. Expliquez-nous quels sont comment. Alors, on parlera tout à l'heure du projet Modège. On va se le garder pour après, pour les solutions de biocontrôle. Mais tout d'abord, allez, faites-nous une vision macroscopique, un peu globale, un peu générale, si on devait faire un petit topo un peu introductif sur cette table ronde concernant les impacts et les enjeux de la loi. Comment vous allez faire pour concrètement appliquer cette loi à partir, parce que vous êtes concerné à partir de juillet 2022, si j'ai bien compris. Alors, nous, on va tout faire, en tout cas ce qu'on peut. Oui, on est directement impacté, les golfs un peu plus que les autres surfaces. Ouais. Parce que on imagine bien que faire rouler une balle sur un green qui n'a aucune fiabilité et qu'on essaye d'envoyer 10 fois la balle au même endroit, mais qu'elle arrive 10 fois aux endroits différents, le jeu de golf n'a plus vraiment d'intérêt. Donc on est un des sports qui est probablement le plus sous contrainte avec ce projet de loi. Petite rectification par rapport à tout à l'heure pour rassurer tout le monde, c'est 1er juillet 2022, on ne peut plus traiter autre chose que les gazons ras. C'est-à-dire qu'on peut encore traiter les fairways, les départs et les greens, mais on ne peut plus traiter ce qu'il y a autour. Et 1er janvier 2025, là, la généralité s'applique. Donc le T-back, etc.
On ne pourra plus traiter le T-back, ni non plus... Toutes les surfaces de jeu, sauf les solutions pour lesquelles, a priori, on aura prouvé de manière pragmatique, comme dit le sénateur, que nous n'avons pas de solution de substitution. Très bien. Eh bien justement, parlons maintenant du football. Monsieur Julien Benoît. Oui. Alors, je voulais saluer aussi les collègues de la LFP, Raymond Chaplon, Claude Cudet et Tom Meyer. Donc, je vais parler au nom de toute la filière football. Oui. C'est 25 000 stades. Donc, en termes d'hectares, pour les collègues de la filière golf, c'est 33 000 hectares. Donc, on est plus ou moins, en fait, si vous regardez les terrains de grand jeu, sur la même couverture que les terrains de golf. Un terrain de football, c'est 0,8 hectares. Donc, ça donne un peu l'emprise. Avec 2500 terrains, c'est la particularité, qui sont en gazon synthétique. Mais ça veut donc dire que le corollaire de cela, c'est que 90% des terrains sont en pelouse naturelle. Alors au niveau des terrains de la LFP, on est sur ce qu'on appelle des pelouses système hybride, avec une technologie qui est de plus en plus renforcée. Tout ça parce que vous avez peut-être vu l'épisode, notamment l'Euro 2016, où on avait des terrains qui étaient de très faible qualité, et il y a eu une prise de conscience énorme au niveau de la LFP. Et une commission s'est mise en place, qui est présidée par Raymond Chaplon, à l'époque s'appelait la commission surface de jeu, qui a permis, avec tous les acteurs de la profession, de monter tous les terrains en gamme. Et on a vraiment aujourd'hui, sur les terrains de Ligue 1, Ligue 2, des pelouses d'excellente qualité. Ceci étant, maintenant sur tous les terrains amateurs, et je vais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure le sénateur Labbé, c'est important. Dans le projet d'arrêté sur lequel on a travaillé, on n'a pas voulu indiquer la notion de sport amateur, sport professionnel, parce que notamment pour la filière golf, ça n'a pas trop de sens. Et nous, on a voulu vraiment parler de maîtrise de l'accès réglementé pour ce qui concerne les terrains de grand jeu. Donc ça concerne les terrains de rugby et les terrains de football. Voilà, donc le scope, il est là. On a commencé à travailler, et je pense qu'ensemble, on est plus fort, le rugby, le football, le golf et les hippodromes, parce que ce qui nous réunit autour de cela, c'est la pelouse naturelle, c'est un sol technique. Et c'est vraiment le sujet sur lequel on peut s'entendre. Et par rapport à toutes ces problématiques d'eau, de produits phytosanitaires, d'engrais, on a forcément des enjeux qui sont communs. Donc l'idée, c'était de travailler tous ensemble là-dessus. Merci. Monsieur Mathieu Vincent, au niveau des hippodromes, comment est-ce que vous êtes optimiste sur l'application de la loi? Comment ça va se passer concrètement? Alors optimiste, je veux dire, on n'est pas pessimiste, mais il faut être optimiste. Mais juste un rappel, donc un hippodrome ou des terrains d'entraînement, on est sur des terrains en gazon qui sont souvent des terrains naturels. On n'est pas sur des surfaces artificielles. Alors on peut avoir des renforcements de drainage. Donc c'est des hippodromes. Donc je rappelais tout à l'heure, c'est 250 hippodromes. On a un enjeu parallèle qui est le bien-être animal, qui est un enjeu important pour nous. Donc d'avoir un terrain régulier et en sécurité, pour qu'on ait le moins d'accidents possible pour les chevaux et les animaux qui courent sur les hippodromes. Alors en termes de phyto, on est sur les hippodromes plutôt assez raisonnable. On n'est pas sur des gazons courts, on est sur des gazons entre 10 et 12 cm. Donc on a un peu moins de maladies et un peu moins d'envahissement autres que graminées. Après, il y a une grosse évolution depuis 3 ans à faire beaucoup de travail mécanique. On est aidé pour ça. Voilà, c'est des enjeux importants. On est bien conscient, on est, on va dire, optimiste, et parce qu'on n'a pas le choix non plus. Après, tout ce qui est lutte contre les maladies, on peut en avoir, et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas d'alternative. Donc on se penche beaucoup, nous, sur le travail mécanique des sols. Très bien, pour limiter donc les maladies, et peut-être aussi moins d'arrosage également. Alors l'arrosage, nous, c'est un petit peu un problème, parce qu'on arrose un peu plus que ce que souhaite la plante. Pour la sécurité des chevaux, d'ailleurs, il y aura demain, je crois, une intervention d'un de nos collaborateurs, Lucien de Colbert, qui fera une présentation de nos outils de mesure de l'état du terrain. Il faut donc qu'on ait une certaine souplesse de la piste, que ce soit en plat ou en obstacle, pour que le cheval ne s'abîme pas. Ou même, quand il y a chute, pour que le jockey tombe plutôt sur un tapis souple. Oui, effectivement. Donc c'est vrai qu'on en met un peu plus. Maintenant, on a beaucoup modernisé nos systèmes d'arrosage, et voilà, quand on met 1 millimètre, on met 1 millimètre. Mais on arrose
sûrement un petit peu trop. Et l'enjeu de demain, c'est de récupérer les eaux de ruissellement et les eaux d'arrosage sur certaines zones drainées. Il n'y a aucun hippodrome qui récupère les eaux de ruissellement et d'arrosage? Bien sûr, il y a beaucoup d'hippodromes qui le font, mais dans les projets à venir, que ce soit sur des terrains d'entraînement ou d'hippodrome, il va falloir réfléchir à récupérer les eaux de ruissellement. On a la chance d'avoir des grandes surfaces. Un terrain d'entraînement comme Chantilly regroupe pas loin de 2000 hectares de pistes, ce qui est donc très très grand, et on a de quoi faire pour réunir et récupérer des eaux de ruissellement de réserve. Bien, merci. Au niveau du rugby, Christophe Gestin, comment ça se passe pour appliquer la loi Labbé? Vous aviez rencontré, monsieur le sénateur, avant? Oui, on s'est rencontré dernièrement à Rennes pour un séminaire organisé par le CNFPT. Donc on a eu l'occasion d'échanger sur le même format de table ronde. Nous, pour le rugby, moi je partage tout ce qui a été dit, le collectif, le fait qu'on travaille tous ensemble sur une logique de qualité de gazon, de protection des gazons, dans un seul objectif, c'est avoir la meilleure qualité de jeu possible. Et pour notre sport, je reviens au rugby, c'est aussi protéger les acteurs du jeu. Un des intervenants en parlait tout à l'heure. Nous, notre spécificité, c'est aussi d'être beaucoup en contact avec le sol de façon physique. Et du coup, on se doit d'être dans une logique de protection de la santé des joueurs, de performance en termes de dureté, d'absorption de choc. Donc du coup, le gazon est aussi un outil de qualité qui permet de garantir des appuis, d'avoir sur certaines phases de jeu une certaine cohésion de sol, éviter les cisaillements. Donc il y a une vraie logique technique en termes de maintenance de nos surfaces. Et pour répondre à votre question par rapport aux produits phytosanitaires, je dirais on est dans cette logique et dans cette obligation, et je dirais en obligation, pour plus de sécurité des acteurs du jeu, de rentrer dans une dynamique, dans une nouvelle agronomie, dans une agronomie basée sur la prévention, basée sur les moyens alternatifs à la chimie. Alors quand je parle de chimie, je parle de produits phytosanitaires, mais je peux parler aussi de matières fertilisantes, je peux parler également de peinture de traçage, donc c'est une logique complète et dans un unique objectif, et le plus rapidement possible, et c'est la position alignée qu'on a dans le rugby, d'être dans une logique la plus éco-responsable possible en termes de maintenance de nos terrains. Et pour ça, on met en place une stratégie avec nos partenaires, donc les clubs, mais bien entendu aussi les collectivités territoriales et les gestionnaires privés, pour voir comment, de façon collective, on peut atteindre cet objectif performance et transition écologique. Merci, monsieur Gestin. Et pour finir ce premier tour de table, Gérard Rougier, directeur technique national adjoint à la Fédération française de golf. C'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé du golf avec Rémi Derbeau, mais je pense que vous avez un apport à faire également pour cette première vision un peu globale, macroscopique sur le sujet. Un apport, disons, pour ne pas être redondant avec ce qu'ont dit mes camarades autour de la table, parce qu'effectivement, je crois qu'on est tous en phase et on travaille depuis plusieurs années maintenant ensemble et en lien avec nos ministères et aussi avec le sénateur Labbé. Juste un rappel, c'est que en fait, il y a un terrain de jeu qui nous rassemble tous. On joue déjà, puisqu'on est tous des sports de jeu, premièrement, sur un terrain qui nous rassemble, qui est on l'a dit, les gazons naturels. Et ça, c'est important de le noter, parce que les gazons synthétiques existent, mais c'est autre chose. Et deuxième chose, et on le dit pas souvent, on fait du sport et on fait du sport du très haut niveau. Et quand on parle de sport, vous voyez là dans la salle, il y a des gens qui ne savent pas, qui pourraient voir des jardiniers. Mais en fait, non, vous avez des experts de préparation de terrain de haut niveau qui travaillent le gazon d'une certaine manière, comme l'a dit Rémi Derbeau, pour que la balle roule d'une certaine manière, dans le rugby et le foot, pour que les appuis se fassent de telle manière, voire que les joueurs ne se blessent pas. Et en fonction de ça, on a parlé aussi du diagnostic, on a éclairé souvent, monsieur le sénateur, vous me le passerez, des gens qui, parce qu'ils ne sont pas du milieu, ne comprennent pas tout ça, et on a travaillé tous ensemble d'abord pour éclairer ces gens-là sur la réalité du terrain sur lequel on est, sur les impasses. Vous avez parlé d'impasses tout à l'heure. En fait, on est dans l'impasse partout aujourd'hui, parce qu'on utilise. Mais sauf que les impasses, une fois qu'on les a éclairées, on va chercher des solutions.
Et je pense qu'il y en a et qu'on tiendra les objectifs de 2025. Et là où il y aura réellement des impasses, on en parlait à midi avec le sénateur, là où il y aura réellement des impasses avérées, ben on aura, vous l'avez dit, des dérogations qui sont sur une liste. C'est ça le terme de l'engagement et l'arrêté. Il y aura une liste qui sera établie en commun avec les ministères, certainement avec aussi les services politiques, les sénateurs ou autres qui représenteront ce débat-là. Et sur cette liste, on s'arrêtera tous ensemble pour dire, là on continue un certain temps parce qu'on n'a pas de solution. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'on doit garantir dans la pratique de nos sports, parce que je le dis bien, c'est ça, c'est des pelouses sportives avant tout, c'est des gazons sportifs. Nous, on a une obligation de performance, Christophe l'a dit. Nos joueurs, nos pratiquants, ils ont une obligation de performance. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et après, on est allé très honnêtement, moi je le dis, puisqu'on a été un peu poussé devant, nous, le golf, dans ce travail de coordination des sports. On est allé voir le sénateur et on a eu une écoute très attentive et très bienveillante sur la trajectoire à tracer d'ici 2025. Voilà le complément que je voulais rajouter à ce début. Merci, Monsieur Roger. Je voudrais, parce que nous devons libérer Monsieur le sénateur Labbé à 15h31, donc je voudrais que l'on passe un quart d'heure ensemble avec un échange. Vous allez pouvoir poser directement vos questions à Monsieur le sénateur avant qu'on puisse le libérer. Vous êtes d'accord, Monsieur Labbé ? On fait comme ça? Allez, on donne la parole et puis après on reviendra bien sûr à notre table ronde avec nos experts. Allez, on va faire circuler la parole, circuler le micro. Nous avons ici au premier rang un premier volontaire pour donner ici sur nos côtés jardin, puisque nous avons côté jardin et côté cour. Bah oui, c'est comme ça qu'on dit au théâtre. Donc côté jardin et après nous aurons monsieur. Voilà. Et peut-être côté court, nous aurons peut-être éventuellement une question. On verra. Alors, monsieur, présentez-vous. Bonjour, Jean-Paul Rousnac, magazine Matériel et Paysages. Ah bah oui, on se connaît, vous étiez au table ronde ce matin. J'aimerais savoir comment la France se positionne vis-à-vis des autres pays européens. Est-ce que, là on est dans le monde de haut niveau du terrain de sport, est-ce que justement il y a un travail mené en Allemagne, en Angleterre, au niveau européen, voilà, au top niveau, pour voir est-ce qu'on peut avancer, est-ce que tous les pays avancent ensemble et de la même manière? Et ça pose aussi la question au niveau des compétitions internationales où on doit choisir des terrains. Si nos terrains sont un petit peu moins bien, entre guillemets, que ceux d'ailleurs, eh bien, effectivement, du coup, on va peut-être perdre certaines compétitions internationales. Ça, c'est aussi une autre question qui découle de votre interrogation, monsieur le sénateur. Eh bien, alors, sur la non-utilisation des pesticides sur les espaces non agricoles, la France est le pays le plus avancé. L'objectif, c'est effectivement d'entraîner l'ensemble des pays européens et au-delà, parce que cette problématique n'est pas seulement française. Maintenant, il est hors de question, évidemment, que notamment au niveau du haut niveau européen et international, que la France soit pénalisée. D'où un travail nécessaire, mais alors là, pour nous, élus nationaux, quelque part, ça nous dépasse. L'objectif, c'est véritablement qu'il y ait un effet d'entraînement auprès des fédérations étrangères également. Monsieur Gestin. Pardon, excusez-moi. Non, j'allais répondre sur la partie golf, parce que nous, on a une action internationale, mais je crois que chaque sport va répondre de sa manière. Donc nous, on travaille en étroite relation avec le Royal Air Ancien, qui est l'organisme du golf. Aujourd'hui, la filière française est me semble-t-il, je pense au contrôle, il y en a aligné en tout cas sur les objectifs. Et au niveau international, l'ensemble des pays européens, en tout cas, sont très sensibilisés et on travaille avec eux sur au moins de l'échange et voir sur aujourd'hui des programmes qu'on souhaite étendre au niveau national et notamment, Rémi en parlera certainement après, sur les histoires de collection variétale, sur les histoires de transformation de flore ou la conversion de flore, effectivement, où là-dessus, effectivement, on a besoin de travailler avec les pays au nord de l'Europe, les pays au sud de l'Europe, parce que la climatologie est importante dans ce dispositif-là. Et donc, oui, on a une relation internationale, mais il n'y a pas de texte législatif aujourd'hui qui nous oblige à tous faire la même chose, si je ne me trompe pas. Allez, attendez, vraiment je propose que ce soit monsieur le sénateur qui profite d'être présent pour répondre aux questions du public. Et bien sûr, monsieur Gestin, monsieur Roger et monsieur Dorbeau, vous interviendrez juste après. Que ça nous permettra de libérer l'agenda de monsieur le sénateur. Alors, question également, j'avais une question ici devant. On va vous donner un micro. François Crapard.
Je suis gestionnaire du golfe de Montreux-la-Forteresse. Je suis aussi agriculteur. Alors, sur mon parcours, j'ai l'impression de faire un peu le métier en faisant pousser du gazon. Et en agriculture, on a eu un problème l'an dernier que vous devez tous connaître avec la jaunisse. On avait interdit un certain produit et c'était une catastrophe pour la filière sucre. Et je ne voudrais pas que ça fasse la même chose parce que là, je vois que vous prenez des dates de 2025 et je vois que dans le même temps, on commence à réfléchir sur des solutions pour le golfe. Mais il faudrait avoir les solutions avant de prendre les décisions. Alors c'est toute la question de la décision politique. Si on attend sur des questions, on est en situation d'urgence, qu'on le veuille ou non. Si on attend que les choses se fassent au fil du temps, elles vont mettre trop de temps. Le rôle politique, c'est de donner des caps en lien avec les acteurs, parce qu'il ne s'agit pas à l'aveuglette d'aller balancer une date et de dire vous vous débrouillez. C'est la raison pour laquelle on se retrouve là, les ministères et moi-même, pour faire en sorte que ce soit une marche commune, collective, et effectivement ayant un effet sur les pays étrangers également, parce que vous n'êtes pas dans vos fédérations sans échanger avec les pays voisins, faire en sorte qu'il y ait un véritable effet d'entraînement. Maintenant, alors, la question des pesticides néonicotinoïdes sur la betterave, c'est un autre sujet. Il y a d'autres réponses que celle de la réutilisation des néonicotinoïdes, mais c'est un débat en soi tout seul que l'on a eu déjà. On sort un peu du gazon sport pro, voilà, là. C'est... Allez, question vraiment sur le gazon sportif professionnel. Allez, vous êtes d'accord, monsieur le sénateur? On prend encore 3 questions. Allez, 3 dernières questions, les amis, sur la loi Labbé, puisque nous avons la chance d'avoir notre sénateur avec nous, et qui après, vous devez repartir dans le Morbihan, après ou pas? Non, je repars au Sénat. Ah, vous repartez au Sénat, il y a du travail. Allez-y, monsieur, on va vous donner un micro ici. Allez, 3 dernières questions, et après, on doit vraiment libérer le sénateur, et ensuite, eh bien, on gardera bien sûr nos experts ici pour continuer cet échange. Allez, on y va. Monsieur, présentez-vous. Jean-Michel Bonnard, je suis greenkeeper dans une entreprise paysagère et on s'occupe d'une trentaine de terrains de sport, foot et rugby. Ma question, elle est sur les problématiques de désherbage et notamment quand il faut, on va dire, reprendre des terrains et faire des rénovations. Quelles seront, parce qu'on parle beaucoup des maladies et j'ai peu entendu parler des impasses techniques au niveau des herbages. Ça fera peut-être l'objet des dérogations. Oui, alors cette question est extrêmement technique et si c'est à moi que vous la posez, mes voisins auront plus des réponses adaptées. Le tout, c'est de trouver les alternatives et les mises en pratique. Donc on évoquait tout à l'heure du matériel spécifique qui se retrouve au niveau de la recherche, pour laquelle il y aurait besoin de moyens justement. Donc tout ça, d'une manière accélérée, doit se mettre en place au niveau de la recherche sur les gazons, sur les graines, sur les fertilisants. Tout ça doit être accéléré. Par rapport à votre question extrêmement technique, moi, je n'ai pas la réponse. Restez avec nous parce que après cette table ronde, nous aborderons les solutions. Donc, on verra des embryons, des pistes de solutions possibles. Donc, restez avec nous jusqu'à 18h parce que je pense que vous aurez peut-être des idées comme ça inspirantes, qui pourront peut-être éclairer et vous donner une réponse. Allez, 2 dernières questions, s'il vous plaît. Monsieur, devant, on a ici et ici, voilà. Une question, monsieur, devant, et puis une question ici, toujours côté jardin, hein, décidément. Côté court, on manque d'inspiration. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Patrice Bernard, Société des Golfs de Biarritz. Je suis un peu néophyte. Vous avez des fans devant, là. Je suis un peu néophyte, mais plutôt très fier de pouvoir rencontrer d'éminents experts aujourd'hui. Alors, quelle est votre question, monsieur? Ma question, j'ai plusieurs questions si vous voulez, mais ça va être très rapide. J'ai bien écouté. Je rejoins mon collègue et ami de la forteresse qui dit que généralement, pour ceux qui sont attachés à la terre, par principe, on ne fait pas passer la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que très logiquement, c'est qu'une question de bon sens. Avant de parler d'interdiction, parce que j'ai écouté avec grande attention monsieur le sénateur qui a parlé à 17 reprises d'interdiction,
qui est un peu étonnant, mais je veux dire, avant de parler d'interdiction avec des dates scellées, puisque j'ai bien entendu parler de dates scellées avec des échéances 2022 et 2025, il faut être en capacité de trouver des solutions alternatives totalement efficaces, puisque si je reprends l'idée du président de la République sur un récent discours, c'est bien ça l'esprit. Après, comme je débute, comme vous l'avez compris, et que je ne connais pas vraiment ni sémantique, ni étymologie des mots, j'ai entendu parler de pesticides. Excusez-moi, moi je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a que 3 catégories de gens dans la vie qui parlent de pesticides. Si, pour ceux qui sont professionnels ou qui se revendiquent l'être, on parle de produits phytosanitaires. Pardon, monsieur, excusez-moi si je peux terminer sans que vous me coupiez. On parle de produits phytosanitaires ou de produits phytopharmaceutiques. Alors, je ne veux pas vous éduquer ou vous instruire, loin de là, puisque c'est vous les grands spécialistes. Quand on parle de produits phytopharmaceutiques, c'est valable pour l'homme comme pour la plante. C'est pour, dorénavant, employez les bons mots et vérifiez ce que je vous dis. On parle de produits phytopharmaceutiques. Pourquoi? Parce qu'on parle étymologie de l'homme, étymologie de la plante. J'imagine que chacun d'entre vous ici a été amené à prendre des produits phytopharmaceutiques quand il s'agit de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous soigner, si vous avez une bronchite. D'ailleurs, très récemment, le vaccin qui est important pour tout le monde, la Covid, c'est issu d'un produit de synthèse. Alors, je sais qu'il y a quelques réfractaires, mais ils sont minoritaires. Est-ce qu'on peut recentrer, monsieur? Est-ce qu'on peut recentrer, s'il vous plaît? Non, je termine, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, ils sont tous d'accord pour que j'utilise les 2 autres questions. Vous êtes venu avec vos fans, alors? En fait, et le dernier point que je voulais vous avancer, c'est que, bien que je sois débutant et que je sois un pauvre Français, on a accès maintenant à tout ce qui est bibliographie internationale. J'ai un article ici dans ma sacoche, parce qu'en fait, vous le croyez ou vous ne le croyez pas, il y a des nations où il y a des universités gazium. Donc je prends les États-Unis, je vous laisse voir vous-même, découvrir le nombre d'universités gazium où ils travaillent sur les produits de biocontrôle, pas depuis 2 ans, 1 an ou 5 ans, mais depuis 15 ans. D'accord? Et les universités gazium, elles sont essentiellement, quelques-unes en Grande-Bretagne, mais aux États-Unis. Pour ceux qui sont curieux, parmi les grands experts internationaux que nous avons la chance d'avoir sur le territoire, je vous invite à aller sur l'article qui a été publié par une revue scientifique, au-delà de tout soupçon, qui fait un article sur un retour de 15 dernières années sur l'utilisation des produits de biocontrôle et leur efficacité réelle. Moi, je ne fais que lire. J'ai au moins cette capacité de savoir lire et surtout de comprendre les mots que j'utilise et d'utiliser les bons mots. Et quelle est votre question? La question, elle est que vous la lirez vous-même. Donc, je veux être assuré. Je veux être assuré par tous ces messieurs. Alors moi, si je suis très égoïste à titre personnel, c'est quelques trimestres et après, ce qui m'inquiétera plutôt, c'est la qualité de mon transat. Par contre, je suis soucieux de l'intérêt de tous mes collègues qui arriveront le lendemain et que vous ayez l'assurance aujourd'hui de leur dire toutes les solutions de biocontrôle alternatives que l'on va proposer seront sans équivoque tout à fait excellentes et les rassurer, c'est pour eux les pauvres que je suis soucieux. Alors restez, voilà, restez avec nous jusqu'à 18h, on en parle. Rassurez-vous, monsieur. Rassurez-vous, monsieur, on va parler bien sûr des solutions dans la conférence qui aura lieu juste après. Donc restez avec nous jusqu'à 18h. Dernière question, on avait dit. Allez, dernière question, mais vraiment une vraie question. Vous avez une réponse à faire, monsieur l'abbé? Je peux répondre oui, bien sûr. En 2 mots simplement. Effectivement, j'ai employé le mot interdiction parce que c'est ce qui était derrière la loi. Ce que je n'ai pas suffisamment appuyé, c'est les raisons des interdictions. Qu'on le veuille ou non, pour ce qui est de l'environnement, de la qualité de l'eau, de la qualité du sol, de la qualité de l'air, de la santé humaine, de la santé des enfants, des pollinisateurs, du climat également, il y a un vrai sujet. Alors j'ai parlé trop souvent de pesticides et je vais parler d'autre chose. Vous avez raison de le dire, effectivement, produits phytopharmaceutiques. On a parlé des produits phytosanitaires de synthèse. Hein. Oui, oui. Alors par contre, si j'ai employé le mot pesticide, c'est quelque part une...
Enfin bon, vous aurez compris que derrière les pesticides, ce sont ces produits-là. J'en prends note, monsieur, et je ferai attention maintenant. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans l'intitulé de la loi, produits phytopharmaceutiques. Pour ce qui est des alternatives, des produits de biocontrôle et autres, c'est tout l'objet de cette période, le travail qui est mené collectivement pour avancer justement vers des alternatives qui permettent d'avoir des sols qui soient extrêmement soignés pour des pratiques de haut niveau. J'ai parlé au début de jardiniers. Beaucoup d'employés communaux sont jardiniers maintenant. Effectivement, on a affaire ici à beaucoup d'experts de gazon et qui sont là avec l'œil au quotidien sur la santé du gazon et les réponses à donner. Alors il ne s'agit pas de rejeter tout ça, il s'agit de travailler collectivement, je le redis, pour avancer. Bien sûr, merci. Et puis on avait une dernière question là, je suis désolé, il faut vraiment d'abord des vraies questions et très court. On avait une question là-bas, je crois, monsieur. Qui a pris le micro? Parce que monsieur le sénateur doit partir, donc... Au fond au fond, et côté court, on n'a pas pris de questions côté court. Le micro marche? Ah si. Ah. Oui, bonjour, François Brouillet. Moi, je suis entrepreneur dans le gazon sportif. Je vends des solutions mécaniques. J'ai en fait une question très simple qui s'adresse vraiment au côté politique. C'est, alors à vous, monsieur l'abbé, mais aussi surtout au ministère de l'Environnement. Le bras armé, en fait, pour aider tous les acteurs à faire cette transition, ce sont les agences de l'eau qui viennent aider, subventionner et aider à la transition. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aucune des agences n'est la même politique et qu'on a l'agence, par exemple, Adour-Garonne, qui ne va pas subventionner les mêmes produits que celle de Seine-Normandie ou celle de Rhône-Méditerranée. Donc je trouve qu'au niveau cohérence politique, il y a quand même un problème et quelque chose à régler. Après, chaque agence de l'eau est une agence qui correspond à un bassin territorial. Donc c'est aussi parce qu'il y a des spécificités qui sont propres à chaque bassin territorial. Monsieur l'abbé, vous vouliez dire quelque chose sur effectivement Oui, les agences par définition sont territorialisées. Par contre, qu'il y ait des discussions sur des sujets particuliers, celui-là en est un, pourrait être mis sur la table. Je parle au conditionnel, je ne suis pas à leur place, mais effectivement, les agences de l'eau peuvent avoir un rôle à jouer au niveau du soutien à la recherche. Très bien. Non, mais je crois, sans me tromper, pardon de réagir, mais le sujet a été traité ce matin. Hein. Oui. Nous, en tout cas, on avait un expert de la Fédération de golf qui était là, Gérard Boudon, qui est un ancien des agences de l'eau, qui a abordé le sujet. Nous, on y travaille au quotidien, que ce soit dans les périodes de sécheresse, où on accompagne nos golfs, mais pas que, hein, la filière générale gazon, sur les alertes. Et pour ce qui est du golf spécifique, on accompagne les golfs qui ont besoin d'être accompagnés par les agences de l'eau. Cependant, et il faut se le dire, il y a des agences de l'eau qui ne sont pas favorables à nos sports. Et je pense que nos attitudes aussi, en disant peut-être qu'on n'a pas de solution, peut-être qu'on ne veut pas en trouver, ou peut-être laisser penser ça, fait en sorte que peut-être ça n'engage pas certains à nous suivre. Donc voilà, je ne voudrais pas rentrer plus loin dans le débat, mais je pense qu'il faut aussi s'interroger sur des politiques qui prennent des choix. Aujourd'hui, face à un problème bien plus large que la problématique des gazons, hein, vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur la transformation climatique. Et je pense qu'aujourd'hui, d'avoir une filière unie et qui montre un engagement plutôt sérieux d'aller trouver des solutions, même s'il y a peut-être quelques petits dérapages sémantiques sur les termes, les terminologies, qui montrent un engagement plutôt productif, bienveillant pour se mettre en ordre de marche et contribuer aux enjeux au-delà de nos principes, feront peut-être que demain on pourra continuer à pratiquer nos sports, parce que sachez qu'une chose, c'est qu'on est peut-être dans un monde global, quantité négligeable, et il ne faut pas le perdre de vue. Et nous, aujourd'hui, on travaille au quotidien, là, tous les acteurs du sport, et avec le sénateur Labbé, et les ministères, pour montrer que nous ne sommes pas négligeables, et qu'il ne faut pas nous négliger, et qu'il faudra franchir le pas. Vous savez la date de 2025 ? Pourquoi 2025 ? Parce qu'en 2024, il y a un événement qui s'appelle les Jeux Olympiques. Et le ministère nous a écoutés pour dire qu'il faut franchir ce cap des 2024 pour être encore en vie après 2024, parce que les enjeux de la nation ne seront pas que d'avoir une image sur le sport à un moment donné, mais notre pratique de sport loisir au sens large, qui sont du bien-être, de la santé, et bien au-delà que juste un simple plaisir. Voilà, merci. Et dernière question.
Ici, dernière question pour le sénateur Labbé. Juste pour info, on avait parlé des agences de l'eau ce matin avec M. Gérard Boudon de 11h30 à 12h30 et c'est vrai que c'était un sujet qui a été abordé avec notamment le financement de certains projets et notamment des améliorations des installations sur les golfs pour éviter les fuites d'eau. Enfin, en tout cas, optimiser la ressource en eau. Dernière question, c'est monsieur. Allez, dernière question et après on libère notre sénateur. Et monsieur, est-ce que vous aviez une vraie question? Oui, merci. Vous me prenez pour un guignol ou quoi? Comment vous appelez? Je m'appelle Laurent Muraille, je suis greenkeeper de Salon-la-Bretèche. Petit golf de province. Très beau golf. Voilà. C'est là-bas que j'allais m'ébrouer quand j'étais jeune. Alors, je voulais juste une question simple. Quand mon collègue Patrice, que je connais depuis 35 ans, nous on est un peu Chirac et Balladur, si je peux faire une apparenté politique, vous mettez des interdictions, vous mettez tout ça. Mais nous on est complètement dépendant de la clientèle. C'est-à-dire que moi j'ai un collègue qui est dans un petit golf public à côté de chez moi, qui est avant-gardiste sur les produits de biocontrôle. Je ne citerai pas son nom, il est ici, il va se reconnaître, et qui prend des secoués par ses membres, les golfeurs et tout ça, parce qu'il a des attaques de maladies et tout ça. Il est en train de faire des conversions de flore et tout ça, puisque vous êtes au courant du problème et du dossier. Et en fin de compte, politiquement, il se fait découper par la clientèle. Et en fin de compte, ceux qui trichent, parce que vous savez, vous êtes ceux qui trichent en agriculture, ceux qui trichent dans la voirie, eux passent correctement. Et lui, il essaye de faire des solutions, il se fait découper. Alors ma question est, est-ce que vous ne pouvez pas travailler sur l'aspect visuel de la clientèle de ce qu'on va faire en 2025? Parce que moi aussi, j'ai été précurseur, Rémi pourrait vous le dire. J'ai eu la première collection variétale de France en 2011. Et je me suis fait passer aussi pour un fou. Et en fin de compte, est-ce que vous ne pouvez pas travailler sur l'image des choses avant d'inculquer des interdictions? C'est-à-dire que moi, par exemple, au golf où j'étais avant, j'ai fait une zone zéro phyto en plein milieu de mon putting green pendant 8 mois et j'ai fait un panneau en disant voilà où on va, voilà et acceptez-le. Est-ce que vous ne pouvez pas travailler sur l'image? La communication au grand public, en fait, c'est ça? Voilà. Ok, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a prévu justement une communication grand public pour faire de la pédagogie au niveau du grand public et de l'inconscient collectif? Comme quoi, effectivement, les terrains vont forcément changer esthétiquement. Alors, spécifiquement pour les terrains, non, enfin pas du point de vue politique, c'est pas non plus notre rôle, mais vous venez de donner le bon exemple où vous avez laissé à un moment une zone affichée zéro phyto, de telle sorte que qu'ils fassent de la pédagogie et que les gens comprennent. Maintenant, votre collègue qui se fait incendier, alors je pense que c'est pas par tous les pratiquants non plus, et que de plus en plus de pratiquants... Ils sont très durs. À Salon-la-Bretèche, ils sont très durs, les gens. Alors, en tout cas, par rapport à votre suggestion, il est évident qu'il faut faire de la pédagogie. C'est certain, puisque s'il y a autant de plaintes de pratiquants, il faut vraiment faire de la pédagogie. Oui, Damien, allez, concluez, monsieur, concluez, et puis après, on devra libérer le sénateur. L'exemple que j'ai pris, c'est un golf public de région parisienne qui s'appelle, ils vont le reconnaître, Vilaine-sur-Seine, où c'est une clientèle bas prix, si je peux les attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, la clientèle qu'on a à Salon-la-Bretèche, c'est une clientèle haut prix. Vous voyez? Donc, en fin de compte, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur tous les golfs français, je parle aux représentants de la fédération, en laissant des zones zéro phyto, et on va leur dire, voilà, vous allez être obligés d'accepter ça, on va trouver des solutions pour ça, et voilà ce que vous allez... Comprenez-le. Mais ça, c'est les fédérations qui vont le faire. C'est la Fédé. Non, mais moi, ce que je veux, c'est alerter le sénateur qu'en fin de compte, il y a des problèmes sérieux. Vous avez, par exemple, des gens, quand je parlais de voirie, vous avez des gens qui désherbent avec du sel de déneigement. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui, alors. Hein?
Vous parlez de pédagogie auprès de la population, c'est absolument nécessaire. Et les populations spécifiques, qui sont les populations sportives, c'est oui. Sur les collectivités, on nous avait dit que ça aurait été une catastrophe de l'interdire sur les espaces publics. L'interdiction est arrivée, beaucoup de villes et de communes ont valorisé, ont fait une communication positive là-dessus, et très majoritairement maintenant, sur tous les espaces publics, c'est admis par la population, non seulement comme pas plus mal qu'avant, mais mieux qu'avant. Ça a évolué vers la revégétalisation des villes. On parle par exemple, il y a un exemple que j'aime bien donner, les trottoirs. Alors, ce qu'on faisait sur les trottoirs avec le Roundup par le passé, on arrosait les trottoirs de Roundup. À la première averse, ce qui restait allait dans le réseau d'eau pluviale. Beaucoup de communes maintenant, lorsqu'elles refont les trottoirs, en lien avec les riverains, gardent une largeur de 15-20 cm en pied de façade et le trottoir, de telle sorte que c'est de la terre végétale et la végétalisation est possible. Et très souvent, les privés, enfin les propriétaires des maisons, entretiennent devant chez eux. Et ça, en termes de culture, c'est quelque part une petite révolution culturelle où on réapprend à s'approprier l'espace public qui est devant chez soi. Mais je suis d'accord avec vous sur la question de la pédagogie qui est absolument nécessaire. Alors, globalement, on en entend beaucoup maintenant sur les questions de climat, de biodiversité et tout. Mais spécifiquement dans un domaine ou un autre, et dans votre domaine, je pense que votre idée est plutôt une bonne idée. Mais là, aux fédérations à voir et avec les pratiquants des terrains, évidemment. Merci, monsieur le sénateur. On va donc vous libérer pour retourner au travail, mais je peux vous dire que votre communication aujourd'hui, c'était aussi un vrai travail, donc qui fait partie de votre mandat de sénateur. Merci, applaudissements pour le sénateur Joël Labbé. Restez là, messieurs, restez là, hein, on n'a pas fini. Merci, allez, on libère monsieur le sénateur, merci, rentrez bien. Allez, on continue notre table ronde sur effectivement les impacts et les enjeux de cette loi Labbé. Restez avec nous, on n'a pas fini. Hein, on va continuer à évoquer effectivement ces enjeux avec les différents sports, les 4 sports représentés. Bien sûr, les hippodromes, les golfs, les stades de football et les stades de rugby. On va attendre que les gens qui veulent retourner au salon libèrent l'espace. Vous pouvez sortir, mais s'il vous plaît, silencieusement, pour qu'on puisse poursuivre nos échanges. Merci à vous pour votre respect. Allez, je vais donner la parole à monsieur Gestin, qu'on devait entendre justement concernant le rugby. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'application de la loi Labbé au niveau des stades de rugby, concrètement? Vous avez évoqué des solutions? Alors, concrètement, j'ai écouté avec attention les différents intervenants de la salle et dans les logiques, on va dire, de protection des plantes. Il a été parlé de produits de biocontrôle, mais il n'y a pas que ça. Quand on rentre dans des méthodes alternatives, et vous le savez mieux que moi, vous, intendant de golf ou intendant de terrain de sport, on doit être dans une logique complète, une logique agronomique, une logique donc culturelle, hein, une logique végétale. J'ai entendu parler d'inversion de flore, j'ai entendu parler de travail de sol, d'oxygénation. On en reparlera tout à l'heure. Hein. Mais tout ça pour vous dire, mais je réponds à votre question. Tout ça pour vous dire que clairement, c'est une logique complète. C'est un itinéraire technique et agronomique qu'il faut mettre en place. Et beaucoup d'entre vous dans cette salle l'ont déjà fait, avec une utilisation raisonnée ou raisonnable des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, on parle effectivement de cette dynamique collective pour pouvoir répondre aux besoins de demain. Bon. Maintenant, je réponds spécifiquement par rapport à notre sport. Je l'ai dit tout à l'heure, nous, clairement, on est alignés avec les décisions qui ont été prises, l'arrêté, la nécessité de passer dans un nouveau modèle pour des raisons à la fois sportives, mais aussi pour des raisons culturelles et d'éthique. Clairement, on a une situation climatique et autres. Enfin, on a un dérèglement général, on a un environnement qui est impacté. Et je crois que nos générations, les plus anciens comme moi et les plus jeunes, on se doit de réfléchir différemment. Ça a été imposé ou ça a été proposé au monde agricole, ça nous l'est aussi. Maintenant, je reviens sur le rugby. Clairement, depuis 2012, au niveau du rugby professionnel,
on a mis en place un accompagnement des clubs dans une logique de qualité et de performance, tout en intégrant les notions de traçabilité. Il y a une notion essentielle dans nos jobs, c'est la traçabilité des intrants, c'est de justement comprendre notre logique de protection du gazon et de qualité du gazon. Donc depuis 2012, on met en place ce type de stratégie. Aujourd'hui, on souhaite, et ce matin on en a encore reparlé, aller plus loin, accompagner les ligues sur les territoires, accompagner les clubs dans cette logique-là, dans de la communication, soutenir la formation. On organise au sein de la Ligue nationale de rugby et des sensibilisations au niveau fédéral aussi, des territoires. La LFP le fait aussi, la Fédération française de foot le fait aussi, le monde du golf le fait aussi. Je crois qu'on est tous alignés là-dessus et on est tous d'accord sur cette logique-là. Après, le rugby, effectivement, je vous l'ai dit, on souhaite aller vite parce qu'on pense qu'il y a urgence et on pense aussi qu'on peut avoir des terrains performants, des terrains de qualité, tout en étant dans une logique raisonnée et raisonnable. Pardon. Au niveau du football, justement, puisque on fait souvent le parallèle entre les stades de football et les stades de rugby, Monsieur Julien Benoît. Oui, alors moi je répondrais sur... on a plusieurs types de personnel d'entretien, parce qu'il faut bien comprendre, contrairement au golf, où on a quand même des équipes d'experts, on a des intendants adjoints, des jardiniers. Dans le football, on a quand même 98% des propriétaires qui sont les collectivités. Et dans ces collectivités, on a des collectivités où il y a du personnel compétent, formé, qui bien souvent est âgé et va partir en retraite dans pas longtemps. Donc on a un déficit de compétences pour beaucoup de collectivités. Et à l'inverse, on a un public extrêmement compétent sur les clubs pro. Vous avez des clubs pro aujourd'hui qui se sont staffés avec des équipes, souvent sous-traitées. On a des sociétés aujourd'hui qui sont présentes d'ailleurs sur le salon, qui sont très compétentes et qui appréhendent toutes ces opérations mécaniques, ces plans de fertilisation, avec beaucoup de professionnalisme, qui sont vraiment compétents. On a certaines collectivités où on n'a pas ce professionnalisme, et c'est là toute la difficulté de notre tâche. Donc le travail qu'on doit mener avec les ministères, c'est la formation. On n'a pas le choix de toute façon, c'est la formation. Aujourd'hui, si on veut avoir des terrains de qualité, je le rappelle, pour la sécurité de nos pratiquants, parce que dans le football, on a ces tests, vous ne le connaissez pas, mais sur les gazons synthétiques, on a des tests de performance pour effectivement voir lorsque le revêtement est trop usé et dangereux pour les pratiquants. On a in fine la même chose sur les terrains en pelouse. Donc on ne peut pas traiter un terrain de football comme un espace vert traditionnel. Donc on a ces enjeux sportifs, comme le golf, mais on a aussi ces enjeux de sécurité. Donc la seule façon aujourd'hui de travailler, c'est la formation. On n'a pas le choix de toute façon. Rémi Dorbeau, pour le golf et pour la greffe. Nous, on est déjà dans un espace beaucoup plus naturel que les terrains de sport, parce qu'on pourrait assimiler certaines structures à de la culture hydroponique. On arrive à contrôler quasiment tous les paramètres culturaux. On a des substrats élaborés, on a des technologies de substrats qui ont pris un envol depuis les 15 dernières années. Vous êtes confiant donc pour le 1er juillet 2022 ? Parce que c'est demain, 2022. Pour les refs, on est confiant, on n'aura plus le droit, donc l'affaire est entendue. Mais pour les terrains de sport, je le suis un peu moins quand même. Vous allez faire quoi alors pour les refs on va les regarder pousser avec des belles petites fleurs. Je pense que le résultat va être là. Non, mais il y a des méthodes qui vont être expérimentées. Certains les utilisent déjà. C'est pas parce qu'on interdit que c'est pas déjà la pratique. Les études qui ont été faites depuis maintenant, il y en a une qui a été faite il y a 11 ans, qui a été refaite cette année. On expliquait déjà que les refs étaient quasiment pas traités sur les parcours de golf. Donc je dirais que la progression en elle-même, elle est relative. En revanche, effectivement, le qualitatif des parcours de jeu, il est à la fois sur les zones de jeu qu'on appelle classiquement les départs, les fairways ou les greens, mais aussi ce qu'il y a autour. Et puis un golf, c'est beau si l'écrin est beau. C'est-à-dire, le gazon, c'est une chose, c'est la pratique sportive, mais il y a un écrin au parcours de golf. Et nous, notre différentiel, entre guillemets, avec les terrains de sport, c'est qu'on n'est pas des tribunes, on n'est pas peut-être une infrastructure, une collectivité avec du béton ou des enrobés ou des surfaces imperméabilisées, artificialisées, mais on a des espaces naturels à gérer. Et c'est un enjeu supplémentaire parce qu'à l'intérieur de nos zones, entre guillemets, hyper entretenues, on doit aussi faire la gestion différenciée et des modèles intégrés de gestion pour tous les espaces naturels qui sont autour. Donc c'est encore plus compliqué. Justement, vous aussi, vous pouvez renchérir sur le témoignage de votre collègue. Oui, je peux renchérir sur le témoignage. Déjà dire que notre partenaire privilégié sur
tout ce qui est technique et expertise se fait à travers la greffe. Et la position de la fédération, moi j'ai bien entendu les questions, c'est d'accompagner la greffe et le greenkeeping en général sur toutes les solutions possibles qu'on va, j'espère, et j'en suis même certain, trouver dans les années à venir. Parce que quand on se mobilise, souvent on trouve des solutions. C'est quand on reste dans l'immobilisme qu'on ne trouve pas de solution. Donc ça, j'en suis convaincu, d'autant plus qu'on a une filière, si je ramène au golf, une filière professionnelle qui s'engage derrière la fédération sur une seule voie pour aller dans cette voie-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous, on va utiliser tous les leviers possibles pour faire ce qui a été dit, ce qui veut dire que, sensibilisation, information. On a bien entendu le fait qu'en fait, c'est aussi le pratiquant auquel il va falloir changer un petit peu la mentalité pour que vous ayez moins de pression sur l'image du parcours. Rémi le disait, un parcours de golf, c'est avant tout, même s'il y a une surface de compétition, c'est avant tout un espace de nature où il y a des espèces qui vivent. Je ne vais pas faire l'affront de parler du label Golf Biodiversité parce que c'est un des outils dont vous parlerez tout à l'heure, donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Il y aura d'autres représentants de la fédération qui le feront. Merci de pas nous spammer. Voilà, je ne vais pas vous spoiler sur les sujets. Donc, sensibilisation, formation, bien évidemment, on va déployer pour changer un petit peu le logiciel, parce que Christophe le disait très bien, il faut qu'on ait une nouvelle approche de la pratique dans l'espace de nature. Il faut qu'on soit dans le respect de l'environnement dans lequel on pratique. Ça n'a peut-être pas été le cas aujourd'hui pour tout le monde, et là je ne parle pas que du golf, dans les sports de nature en général, et c'est un travail que fait admirablement bien le ministère depuis de nombreuses années sur les sports de nature. Et puis au final, de manière très concrète, nous on engage des sous, mon président qui sera là ce soir, Pascal Grisot, en parlera, nous on engage des moyens pour la recherche et pour la formation dès aujourd'hui auprès de la greffe, auprès de là-dessus, pour trouver des solutions sur les biocontrôles, pour trouver des solutions mécaniques, ce qui veut dire comment on peut traiter des maladies si on est dans l'impasse, mais les traiter de manière plus ciblée et fléchée, non pas de manière à grande échelle pour pas impacter. Et puis sur l'eau, vous en parliez tout à l'heure, parce qu'on n'en parle pas aujourd'hui, c'est le problème des phytos, mais l'eau, c'est le deuxième enjeu majeur. Et moi, très honnêtement, je vous le dis, je préfère que demain, on continue à jouer au golf, concrètement, même avec quelques contraintes, quelques paysages qui ont changé, plutôt qu'on ait, le sénateur n'est plus là, mais il pourrait le dire, qu'on ait la loi qui nous interdit de le faire concrètement parce qu'on ne peut plus rien utiliser, ou si on le fait dans des champs de patates, mais c'est plus du golf, c'est un autre sport. Donc voilà sur quoi la fédération s'engage aujourd'hui. Monsieur Roger, justement, je profite que vous ayez la parole, gardez-la pour justement nous dire, on va faire un petit teasing, parce que je crois qu'à 18h, 18h15, il va se passer un événement important, et c'est pour cela que d'ailleurs que votre président de la fédération de golf va venir, monsieur Grisot, pour signer une convention, un partenariat avec une autre fédération très importante qui est la fédération du football, puisque vous allez donc... C'est le football, mais c'est la ligue professionnelle de foot avec laquelle, mais Rémi va en parler mieux que moi, on va effectivement, Pascal Grisot va venir signer à la fédération, reconduire en fait une convention qui est sur le suivi l'épidémio-surveillance, le suivi épidémiologique, et donc ça se fait là, on va reconduire pour 2 ans ou 3 ans, je crois Rémi, mais tu vas le dire mieux que moi, cette convention, en fait, qui nous permet d'avancer dans nos problématiques d'aujourd'hui. En tout cas, c'est une grande fierté du salon 48 heures du Gazon Sport Pro d'avoir fait le lien justement entre la Ligue professionnelle de foot et également la Fédération française de golf pour justement faire en sorte que cette convention et ce partenariat soient signés. Justement, Monsieur Dorbeau. Oui, on est très content parce que c'est une collaboration qui a déjà démarré, c'est un renouvellement qui a démarré il y a 3 ans. Quand les gazons sont beaux, magnifiques, on ne se pose pas la question de savoir comment ils ont été travaillés pour qu'ils soient bien. On se pose la question quand ils ne vont pas bien. Et la question de mon collègue tout à l'heure, elle est excellente parce que c'est quand tout va bien qu'on commence à s'intéresser aux malades. Quand ça ne va pas bien, qu'on s'intéresse aux malades. Puis après, qu'on commence à s'intéresser à tout l'itinéraire technique, les moyens qui sont mis en œuvre, l'environnement. Et puis découvrir que parfois le technicien n'a pas les outils pour pouvoir rendre des surfaces impeccables. Et donc on a des métiers qui sont sensibles. On le parle dans tous les terrains de sport. Quand on prépare des surfaces de jeu, on a tendance à rencontrer des gens de terrain, des techniciens qui sont des gens à fleur de peau, passionnés par leur métier et qui sont extrêmement susceptibles quand on les critique. Quand on critique leur terrain, on les critique eux, on les atteint dans leur professionnalisme et dans leurs compétences. Mais parfois, la compétence n'a rien à voir. Là, on arrive dans des écueils techniques où il n'y a pas de solution et on intègre une notion autre qui est celle de la notion technique gazon pur, c'est la psychologie, le social.
Et ce volet-là est extrêmement important et doit être abordé non seulement trouver des solutions aux impasses, mais aussi accompagner les gens et au travers de la formation. On en travaille en lien avec le ministère des Sports. On a des discussions qui sont extrêmement constructives. Le sénateur Labbé travaille sur le projet de loi de finances. On lui a demandé tout à l'heure comment vous allez nous intégrer dans la loi de finances, parce que vous y travaillez, donc aidez-nous. Donc c'est en construction. Maintenant, le délai est très court. Et pour discuter, il nous faut enfin des données. Et c'est pour ça qu'on s'associe avec la Ligue de football professionnelle, parce qu'on a déjà des professionnels qui ont besoin d'être formés aussi, mais on a surtout besoin d'énormément de données. Si on n'a pas de données terrain, c'est-à-dire si on ne sait pas quel ravageur, quel bioagresseur attaque nos gazons, on sera incapable de l'expliquer auprès du public, auprès des institutions, auprès des gens qui font les lois. Donc on doit remonter, on est dans l'ère des data, tout le monde le sait, tout le monde en parle, mais là c'est du concret. Si on n'a aucune donnée technique sur nos terrains, sur les bioagresseurs, si tout va bien, je ne vois pas pourquoi il y aurait de problème si tout va bien. En revanche, si tout va mal et puis que tout le monde remonte les données, ce que l'on fait dans le cas du réseau d'épidémiosurveillance, là on a du concret, là on peut défendre nos métiers, on peut défendre nos surfaces. Donc si je dis un seul mot, quand on vous invite à redonner, à nous donner ou à partager les données qui sont vos données techniques terrain, faites-le sans retenue, parce que c'est notre avenir. Merci beaucoup. Et puis, pour conclure, Monsieur Mathieu Vincent, directeur des pistes des hippodromes de France Gallo. Tout à l'heure, j'aurais pu vous poser une question concernant l'usage des sondes pour pouvoir connaître l'état des terrains de vos hippodromes. Vous utilisez des sondes qui sont reliées à des logiciels, à des ordinateurs? Oui, bon, ça, on n'est pas les seuls. Je pense que tout terrain de sport ou de golf, ça s'est généralisé. Voilà, on a tous des sondes pour connaître un peu ce qui se passe en dessous et pour mieux arroser. Bon, tout a été dit, mais moi, je pense qu'une chose importante, sans vouloir refaire le monde, mais finalement, sur les 20 ou 30 dernières années, on a tous été poussés par le client à faire plus beau et plus étincelant. Donc, on était rentré dans une course avec des fournisseurs qui nous poussaient et qui nous vendaient aussi beaucoup de choses. Bon, au bout d'un moment, je pense qu'on est arrivé sûrement à une limite. Alors, oui, on n'a pas les solutions, mais on peut très bien aujourd'hui réapprendre à mieux travailler, à travailler avec un peu plus de bon sens. Et bien sûr, il faudra passer par l'éducation de nos clients et peut-être que ce sera un peu moins vert et un peu moins étincelant. Mais je crois beaucoup à la travail du sol, sol et sous-sol, pour gagner en régularité. Alors, on n'est pas sur... Nous, la surface de jeu est beaucoup moins importante, mais voilà, il faut passer par la formation, parce qu'on a tous été habitués à travailler avec tous ces produits-là. Et pour nous, c'est un petit peu un grand vide qui va arriver. Et on entend beaucoup de gens, beaucoup de choses, mais on ne sait pas où est la vérité. Allez, question pour finir. Vous avez la parole. Monsieur, devant, effectivement. Comment vous appelez-vous? Monsieur. Oui, on va vous donner un micro. Zachary, il est là, Zachary? Bonjour. Merci. Oui, à nouveau, François Grappard, de Montreux-la-Forteresse. Une petite réflexion. On travaille sur des zones de gazon permanentes. Un gazon, c'est un pouvoir tampon. Ça filtre, ça retient tout. Donc, en dessous, notre sol de gazon, il ne passe pas grand-chose au niveau pollution. Une autre chose, là, on va nous interdire des produits phytopharmaceutiques. Ça va nous obliger à tondre beaucoup plus, parce qu'une pâquerette, ça fait une fleur en quelques heures. Le trèfle également. Donc, on va tondre 2 fois plus. Donc, 2 fois plus de carburant brûlé, 2 fois plus de CO2. Sur les maladies... Vous avez aussi des robots de tonte électriques? Sur 20 hectares de Fair West, c'est un peu difficile. On n'y est pas encore. Au niveau des maladies, plus de travail mécanique, plus de carburant brûlé, plus de CO2. Donc il faut savoir... moi, j'avais cru comprendre que l'impératif, c'était le réchauffement climatique. Je commence à me poser des questions. Et j'ai peur que là, j'ai entendu un petit peu sur certains mots, d'ailleurs le mot Roundup au lieu de glyphosate, pesticides au lieu de produits phytosanitaires. J'ai l'impression qu'il y a des politiques qui sont guidées par des dogmes. Et ça, c'est pas bon pour nous. Merci, monsieur. Merci à vous. C'était votre micro? C'était à vous? Bien, dernière question. Et puis après, on va faire donc 10 minutes de pause. Qui souhaiterait poser une dernière question à nos représentants? Monsieur, et donc ce sera donc la dernière question de cette table ronde avant 10 minutes de pause.
Et on se retrouvera après, donc à 16h15, pour la dernière table ronde de cette journée. Allez, c'est parti, monsieur, c'est à vous. Présentez-vous. Jean-Luc Robert, ancien greenkeeper, Rémi. J'ai une question pour toi. Et pour revenir vers vous, tout à l'heure, vous avez parlé d'un enfant de 5 ans qui avait du glyphosate dans les cheveux. Non, dans les urines. Ou dans les urines. Je ne pense pas qu'il l'ait attrapé en 5 ans sur du gazon d'espace vert. Je pense que c'est en agricole. Le problème, c'est peut-être l'agricole et non pas l'espace vert. Peut-être, effectivement. Je pense. Oui, tout à fait. Je pense. Pour revenir là-dessus, il me semble aussi que tout ce qui est surface enherbée, espace vert, ne représente que, aussi bien en nutrition qu'en produits phytosanitaires, que 4% du marché. Il aurait été peut-être plus judicieux ou peut-être plus courageux de la part des politiciens de faire 1% de moins sur l'agriculture plutôt que d'emmerder une population complète de l'espace vert pour avoir le même résultat, je pense. Rémi, je reviens vers toi. Attention, Rémi, ça va être ta fête. Rémi, là on parle de la loi LAB1, LAB2. Il me semble qu'il y a la LAB3 qui déboule. Et ça sera moins simple au niveau des outils pour avoir un beau gazon. Alors, tu parles des fertilisants, la trajectoire azote. Ok. Oui, il y a une loi, il y a un volet supplémentaire qui a été d'ailleurs, dont le décret est paru l'été dernier, sur lequel nous avons réagi, parce que souvent le principe, c'est que les lois sont proposées. S'il n'y a pas de réaction dans certains cas, elles passent toutes seules. Quand on réagit, on ouvre le dialogue, et puis là, on peut discuter, acculturer certaines personnes qui en ont le besoin, et puis ensuite, essayer de trouver des solutions. L'interdiction de l'azote de synthèse, ou en tout cas des fertilisants de synthèse pour les particuliers, c'est acté, donc l'affaire est entendue. Ils vont se débrouiller avec du bio. Moi, j'aime bien entendre parler de production potagère, effectivement. J'aime aussi qu'on en fasse le bilan avec quelques années de recul, parce qu'effectivement, les jardins potagers amateurs, si on en parle, c'est 800 €, je crois, à peu près, d'économie par foyer. Ces 800 €, c'est bien quand l'année va bien. Quand on commence à avoir une année de maladie et qu'on n'a pas une tomate, qu'on n'a pas un légume, rien du tout, c'est de la dépense supplémentaire pour ces foyers. Donc là encore, c'est toujours la loi économique. Donc réchauffement climatique, gaz à effet de serre, enfin merci Laurent. Oui, il y a une troisième loi, on en a discuté avec le sénateur, elle est encore, et le sénateur et nos ministères, il ne faut pas les oublier, parce qu'on a des vrais partenaires dans cette histoire-là. On a un dialogue qu'on a installé il y a longtemps, qui fonctionne parce qu'on est transparent sur nos activités. Ça, c'est extrêmement important. On a toujours été très clair sur ce qu'on faisait. On a fait des choses où on utilisait effectivement des produits qui étaient moins bons, que la réglementation a écarté. On avait des pratiques qui étaient peut-être plus consommatrices d'eau, on investissait peut-être moins dans des systèmes performants. On a démontré, on démontre qu'on agit et qu'on se bouge. Et on peut le faire en étant accompagné par des ministères. Ce n'est pas souvent le cas. Franchement, ce n'est pas souvent le cas. Et moi, c'est la première fois que je me retrouve dans une commission où vous avez nos 3 ministères de tutelle et puis toutes les fédérations et les techniciens qui sont autour de la table et qui parlent, qui dialoguent. Et ça, c'est nouveau. Parce que moi, j'ai plus souvent subi des lois qui tombaient un vendredi soir dans un contexte qui n'était pas du tout celui de la loi et qui était balancé comme ça, et on se réveillait avec la gueule de bois le lendemain et les choses étaient à faire dans les 6 mois. Pour une fois, on a une anticipation. Apprécions cette chance. Apprécions cette chance. Après, l'opposition agricole, GEVI, on a eu l'explication de l'acronyme, c'est pas bon. L'agriculture, elle nourrit les gens, oui, on paye des taxes TMSA, oui, mais il en est que c'est du public qui rentre sur ces zones-là. C'est du sport, on parle à nos enfants, on parle à des gens qui sont du public comme vous et moi. L'agriculture, quand on produit, oui, les gazons sont moindre risque parce qu'on a des gros volumes racinaires, on utilise les bandes enherbées pour protéger les cours d'eau, on a plein de vertus, on a des cultures avec moindre risque, certes, mais l'agriculture nourrit les gens, elle est généralement assez loin des communes et des zones d'habitation. Il y a une loi qui a été justement mise en place pour éloigner encore les cultures et les risques de pesticides. Il y a des contraintes de plus en plus dures au niveau réglementaire en agriculture. Il en est que nous, on est pour l'instant effectivement des irréductibles gaulois parce qu'on est un petit espace à contraint à l'heure actuelle dans l'immense monde du non-agricole. On a la chance encore de pouvoir avoir le temps de se retourner, de rechercher, d'avoir des partenaires pour le faire. Profitons-en. Je ne veux pas être positif, je veux arrêter d'être négatif. Si on est négatif et qu'on regarde ce qu'on a eu, c'est compliqué. Quand on veut regarder devant et qu'on essaye de se retourner et de préparer, oui, tout le monde se met en marche. La fédération,
toutes les fédérations expliquent aux sportifs que ce qu'on a connu, c'est peut-être pas ce qu'on connaîtra. Mais tout le monde se met en marche pour avoir les meilleures surfaces de qualité. Ils s'inscrivent dans des programmes de recherche. Ils s'entourent de gens compétents pour essayer de mener justement ces actions de recherche. Ils s'adressent au public, ils s'adressent aux collectivités et on déclenche des fonds de formation. Mince, une machine comme celle-là, ça ne se met pas en route en quelques mois. On a réussi à le faire. Merci à vous, merci d'être là en tout cas. Ce n'est pas du dogmatisme, c'est rien du tout. Pour une fois qu'on a des dialogues avec des institutions, profitons-en. Bien, merci messieurs. C'est donc la fin de cette conférence. On se retrouve exactement à 16h15. A tout de suite pour les solutions.